Donc, je tenais d'abord, avant de laisser sur la parole aux panélistes pour que chacun donne un peu de son avis sur ce qu'on fait et de ses préoccupations. Et s'il y a des questions, s'il y a des inquiétudes et tout ça, j'aimerais d'abord dire vraiment merci à tous les Ivoiriens. Merci à tous ceux qui ont pris sur eux de venir d'aider leurs frères, d'aider un père de famille. Parce que avant qu'il ne soit militaire, c'est un homme. Et un homme a toujours besoin de soutien. Un homme a toujours besoin d'aide. C'est pas parce qu'on est militaire que nous sommes des super hommes. Non. Nous sommes militaires pour défendre notre pays, oui, c'est vrai. Mais au-delà du fait qu'on soit militaire, nous sommes des hommes. On a besoin de soutien, on a besoin d'assistance, on a besoin d'amour. Et on a besoin de la reconnaissance du peuple. Ça, c'est très important. La reconnaissance de ce que nous faisons. Parce que, voyez-vous, le militaire, on a tendance à dire que on le prend pour un super homme. Il peut tomber malade. Il peut tomber malade. Il peut avoir des faiblesses. Il peut avoir des soucis. Mais il a toujours mis ces soucis-là en arrière. Il s'est toujours mis au devant afin de pouvoir prendre sur lui toutes les actions qu'il doit mener pour lesquelles il a prêté serment. C'est en ce sens-là que nous sommes un peu différents du civil. Sinon, nous sommes comme un civil. Nous sommes comme les civils. Nous sommes des hommes. On a un cœur. On a du sang qui circule aussi dans nos veines. Et donc, de la même manière que le civil a besoin de soutien, il a besoin d'assistance, il a besoin de conseils, il a besoin d'éclaircissement sur certains points, le militaire aussi, c'est pareil. Sauf que le militaire, lui, il ne recule pas. Voilà, il ne recule pas. Quelles sont les difficultés, lui, il ne recule pas. Parce que lui, il est considéré comme une forteresse. Il doit avancer. Au nom du serment qu'il a prêté, il doit avancer. Et c'est dans ce sens-là que nous, on avance et on ne recule pas. Mais je voulais dire quoi à travers ces propos. Je voulais dire merci à tous les Ivoiriens qui ont compris que il fallait apporter une aide à un frère, à un père de famille, à un collègue, voilà, qui a donné de sa vie, qui a donné de son énergie pour les institutions de la République. Voilà, il a donné de son énergie, il a donné de sa vie, de sa passion pour servir la nation ivoirienne. Parce que comme les gens ont dit, il y en a qui nous ont tiré dessus à boulet rouge pour dire que ce n'est pas le moment. Mais il n'y a pas un moment pour vivre et puis il n'y a pas un moment pour mourir. La vie là, on s'en va comme ça. La vie ne s'écrit jamais au brouillon. Une vie, elle ne s'écrit jamais au brouillon. On ne dit pas non, ben, je vis au brouillon, après je vais mettre ma vie au propre. Non, non. La vie que nous menons là, on s'en va comme ça. On ne revient pas en arrière. Donc c'est dans ce sens-là que quand quelqu'un dit qu'il sacrifie toute sa vie pour une cause institutionnelle, il faudrait que nous reconnaissions que ce monsieur a fait beaucoup. Refuser 500 millions. Chose qu'il y a des gens qui ont pris. Il y a des gens qui ont pris. Pour moins que ça. Pour moins, hein. Il a dit que lui-même, il a rendu ce témoignage. Il y en a qui ont donné 40 millions, 50 millions. Mais lui et au général de Boblé, ils ont donné 500 millions, un demi-milliard. Ça veut dire que les deux là, quand on prend pour eux là, et puis on associe les deux là, ça fait 1 milliard. 1 milliard. En Côte d'Ivoire, là, qui allait refuser ça? Ça veut dire que le général de Boblé et puis le colonel-major Abey, les deux là, 1 milliard. Mais ils ne valent pas 1 milliard, ils valent plus que ça. Parce que la Côte d'Ivoire vaut plus que ça. C'est dans ce sens-là qu'ils ont dit non. Ils ne sont pas à acheter, ils ne sont pas à vendre. Et donc, tous ceux qui ont compris la portée de ce message-là, la portée de ce geste-là, je tiens à dire merci pour tous ceux qui ont mis la main à la poche, qui, de par la prière, qui, de par de l'argent, qui, de par un appel téléphonique, ou bien, en tout cas, qui a participé d'une manière ou d'une autre à ce que le colonel-major Abbé Jean-Noël puisse se reconstruire, puisse se rétablir. Et qu'il soit surtout réhabilité dans ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui ont trahi. Et ceux qui ont trahi là, c'est eux qui sont aujourd'hui en verve. C'est eux qu'aujourd'hui on ovationne. Ils mènent une vie de luxe.
Ils sont au devant de tout. C'est eux les décideurs. Ils ont le pouvoir de vie et de mort sur les Ivoiriens. Mais ceux qui ont sacrifié de leur vie et de leur cause, aujourd'hui, ils sont laissés pour compte. C'est la vie, on n'y peut rien. L'homme, il est ce qu'il est. Mais je voulais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour le colonel-major Jean-Noël Abbaye. Mais sachez que ce colonel-major-là, il n'est pas ingrat. Il n'est pas amnésique. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas ce qu'on lui fait. Il n'oublie jamais ce qu'on lui fait. Tout ce que vous avez fait, sachez qu'un jour, il va s'asseoir et il va vous dire merci. Il va vous le rendre d'une manière ou d'une autre, tout ce que vous avez fait pour lui. Tout ce que vous avez fait de positif, il va vous le rendre. Voilà. Et de façon positive. Ceux qui ont fait aussi de façon négative, sachez que le militaire, il a un devoir de mémoire. C'est ça, chez nous, on a un devoir de mémoire. On n'oublie pas. Quel que soit le temps que ça va prendre, on n'oublie pas. Voilà, on n'oublie jamais. On a un devoir de mémoire. Et donc, à ceux qui ont semé la bonne graine, je dis merci. Vous allez récolter le fruit de votre bonne graine et vous allez récolter en abondance. Je sais de quoi je parle. À ceux aussi qui ont semé la mauvaise graine, ben, apprêtez-vous aussi à récolter les fruits de la mauvaise graine. Parce que là où on va maintenant, là, c'est œil pour œil et dent pour dent. On va pas reculer. Voilà. On va rester droit dans nos bottes pour servir la République avec dextérité. Cette République-là, on va la servir avec dextérité. Ceux qui ont des mots pour comprendre, et qu'ils comprennent. C'est-à-dire que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, qu'ils comprennent. On va servir la République avec dextérité. Voilà, on va pas faillir. On va pas faillir. Notre pays va pas faillir. Notre pays va rester debout. Et il est toujours debout. Voilà. Et donc, je voulais vous dire merci aux uns et aux autres de savoir que vous avez fait vraiment beaucoup pour que le colonel-major Jean-Noël Abbaye soit aujourd'hui vraiment en train de se remettre véritablement. Oui, j'ai dit qu'il se remet véritablement parce que je l'ai eu. Ça va, ça commence à aller et c'est bon. Voilà, nous sommes en si bon chemin, mais nous sommes au milieu du chemin. On n'a pas encore terminé. Parce que vous savez qu'un traitement de purification du sang, il prend du temps. Quand c'est un empoisonnement, il faut aller jusqu'au bout du traitement. Quand tu arrêtes le traitement en cours, il y a des répercussions, il y a l'organisme, comment on appelle ça, a du mal à continuer des choses, comment dire ça, de repousser le poison, d'évacuer le poison. Voilà. Donc, il faut que le traitement aille jusqu'à son terme. Voilà. Il faut que le traitement aille jusqu'à son terme. Et puis, il a fait un AVC. Et donc, il y a ce côté-là aussi. Il y a aussi les reins et tout ça qu'il faut vraiment nettoyer. Et donc, nous sommes à mi-chemin. Nous sommes à mi-parcours. On n'a pas encore fini de le soigner. On n'a pas encore fini de le remettre sur pied. C'est pourquoi je lance encore un appel. Mon collègue Bobby et moi, nous lançons encore un appel. Un dernier effort pour le dernier virage afin que le traitement soit vraiment bouclé. Parce qu'il n'est pas encore bouclé. Voilà. Il doit prendre ces médicaments-là de façon continue jusqu'à ce que le médecin estime, après analyse des examens, que le colonel-major Jean-Noël Abbaye se porte mieux. Voilà. Pour l'instant, il se remet, mais nous sommes en cours. C'est-à-dire que nous sommes au milieu du traitement. Et le traitement n'est pas fini. C'est pourquoi nous lançons encore l'appel à tous ceux qui veulent bien nous aider à ce que le commandant, le colonel-major Jean-Noël Abbaye soit vraiment rétabli, qu'on fasse ensemble un dernier effort, qu'on prenne ensemble ce dernier virage-là. Voilà. D'aucuns pouvaient dire qu'on a mangé à Gouti, mais c'est la tête qui reste. Donc la tête là, ça va pas nous fatiguer. Voilà. Donc, au nom de l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire, au nom de l'amour que vous avez pour le major Abbaye Jean-Noël, je vous demanderai de faire un dernier effort. Tous les numéros sont là pour qu'on puisse continuer de le soigner et qu'il puisse recouvrer la santé. Parce que je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire aura besoin de gens comme le colonel-major Jean-Noël Abbaye, comme le général de Boblé Bruno. La Côte d'Ivoire aura besoin de, quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou non, on aura besoin de. La Côte d'Ivoire aura besoin de ce genre de personnes, de ce type de personnes, pour si elle veut vraiment se redresser de façon véritable. Donc, c'est dans ce sens-là que je lançais encore cet appel-là et vous dis merci pour tout ce que vous avez fait. Et maintenant, s'il y a comment dire ça, des gens qui ont des questions,
qui ont des préoccupations, on va répondre à ça. Mais j'aimerais aussi souligner une chose. Acceptez qu'on vous dise merci. Parce que la fois dernière, sur un panel de un frère là, il y a une mamie qui faisait assez de dons, machin, qui ne voulait pas qu'on lui dise merci. Elle dit non. Acceptez qu'on vous dise merci. Parce que même Dieu, l'Éternel, quand il conduisait Israël à la terre promise, à chaque victoire dans un combat, Israël offrait un sacrifice de reconnaissance pour dire merci à Dieu. Même Dieu même qui les a créés et puis qui leur a dit, allez-y, je vous donne là. Il acceptait le sacrifice de reconnaissance que Israël faisait en cours de route. À chaque fois qu'il y avait une victoire d'Israël, ils s'arrêtaient, ils offraient des sacrifices à l'Éternel pour lui dire merci. Et lui, il agréait ces sacrifices-là, soit par le feu ou bien soit de la manière dont il voulait. Mais il acceptait qu'on lui dise merci et le peuple le lui rendait aussi comme quelque chose. Le peuple lui rendait véritablement la reconnaissance de toutes les actions qu'il faisait. C'est pourquoi je voudrais dire aux uns et aux autres, acceptez qu'on vous dise merci pour que la bénédiction de Dieu descende sur vous et vos maisons. Quand on vous dit merci pour le colonel-major Abbé Jean-Noël, acceptez et prenez. Parce que cela vient de Dieu, cela vient de l'Éternel et c'est écrit. Il faut être reconnaissant. Et nous sommes reconnaissants. Donc acceptez notre reconnaissance pour que nous puissions faire ensemble, pour que nous puissions parcourir ce long chemin-là. Parce que quoi qu'on dise, on aura besoin des uns et des autres pour avancer. Voilà. Donc je m'arrête là pour l'instant. Je vais laisser la parole au commandant Bobby qui va donner la parole aux choses aux panélistes. Ceux qui ont des préoccupations, des questions, des inquiétudes, qui veulent savoir certaines choses, ben, ils ont la parole. Et après, ben, je reviendrai pour donner le tome 2 des actions du colonel-major Abbé. Ils vont savoir comment le colonel-major Abbé Jean-Noël a donné le pouvoir à Laurent Gbagbo en 2000. Ils vont savoir ça. Comme ça, ils vont se taire. Les gens qui parlent à côté, là, ils vont se taire. Voilà. Je vous remercie. Ok, mon commandant, vraiment, je te remercie. Après, je vais donner la parole au parrain. Le parrain, ouvre ton micro, tu as la parole. Tu vas nous dire combien il manque pour atteindre les 10 millions. Voilà. Le parrain, ouvre ton micro, tu as la parole. Le parrain, ouvre ton micro, tu as la parole. Le parrain. Bon, le parrain n'est pas encore là. Le parrain n'est pas là. Bon, je vais prendre le T800. T800, ouvre ton micro. Le T. T, ouvre ton micro. Bonjour, commandant Bobby. Moi, j'ai une question pour le commandant Diongoné. D'accord, je vous écoute. Hein. Si le groupement du GIEP, pendant la crise, a rencontré les marsouins. Les marsouins, c'est-à-dire les bérets verts français. Et où ça s'est passé et quelle était l'issue des combats à Abidjan. Merci. Bon, commandant. Hey. Tu as entendu sa question? Oui, j'ai entendu sa question. Les marsouins, les bérets verts français, c'était lors de la crise post-électorale. D'accord. Ouais. Ce que je sais, c'est que c'était pas, bon, c'est comment je sais, parce que j'étais avec le colonel-major Abbé Jean-Noël quand on a intercepté deux à hauteur de la brigade de Cocody qui était en train de faire des repérages. Ils avaient des caméras, ils avaient une carte de la ville d'Abidjan et ils avaient mis en exergue le domicile du président. Ils avaient mis en exergue la position de toutes nos forces, c'est-à-dire surtout les éléments du colonel Boniface, parce que lui il était à hauteur de l'hôtel Ivoire, c'est lui qui sécurisait le périmètre présidentiel. Et donc ils avaient mis en exergue tous ces points-là. Et donc on les a arrêtés, on les a désarmés et puis on partait en fait pour le siège du PDCI. C'était le jeudi 16 décembre. C'était le jeudi 16 décembre, là où Soro Guillaume avait donné l'ordre à ses éléments de venir prendre
la RTI. Voilà, donc on avait laissé des éléments militaires au niveau du domicile de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, Madame Houphouët-Boigny. Son domicile est juste à côté du Golf Hotel, du Golf où logeait Ouattara et ses SBI. Et donc, on partait vers le siège du parti du PDCI parce que, à travers ce qu'on entendait dans les choses sur le réseau national, la maison du PDCI, il y avait des affrontements et que les gars voulaient brûler la maison du PDCI. Bon, enfin, il y avait un cafouillage là-bas. Et donc, vu que la maison du PDCI n'est pas loin de la RTI, il fallait qu'on aille mettre de l'ordre là-bas pour pouvoir mieux sécuriser sur la RTI. Donc, c'est chemin faisant qu'on a croisé ces deux militaires français là. Et donc, on les a mis aux arrêts. Et puisqu'on ne pouvait pas les prendre avec nous, on ne peut pas demander aussi à une unité de venir les récupérer. On les a mis à la disposition de la brigade de Cocody. La brigade de Cocody qui est dans la vallée là, juste en allant au golfe, il y a la brigade était dans ce secteur là. Donc on les a déposés à la brigade et nous on a continué. C'est ainsi que on a reçu un coup de fil. Le colonel-major a reçu un coup de fil disant qu'il y avait des chasseurs alpins, ceux qui portent les gros bérets bleu marine là. Les Français ce sont des Français, ils ont leurs bérets sont vraiment gros comme ça. Voilà, ce sont les chasseurs alpins, ce sont les meilleurs soldats parmi l'élite de l'armée française là, ils sont parmi les meilleurs parce que eux ils sont dans les montagnes. Voilà, eux ils étaient au niveau de la mairie du plateau là. Ils étaient en train de faire aussi des repérages là-bas et tout ça. Donc on est allé là-bas et on les a récupérés. Eux ils voulaient opposer, comment on appelle ça, ils voulaient s'opposer. En fait, ils voulaient enfin, comment dire ça? Ils voulaient s'opposer à leur arrestation. Ben, on les a mis en joue. On les a mis en joue et puis on les a pris, on les a envoyés. Ceux-là, on les a envoyés à Agban. On les a envoyés à Agban et on les a mis au poste de police. Voilà. Et c'est après le poste de police que le commandant supérieur a demandé qu'on les envoie à la brigade de recherche. Voilà. Pour les entendre. Voilà. Et donc, c'est ainsi que ceux-là, on les a envoyés à la brigade. Mais quant au béret vert, je n'ai pas vraiment connaissance qu'on a eu un accrochage avec eux parce que de ma mémoire, lors de la crise post-électorale, après, quand ça a débuté le 28 mars là, on est resté statique pour sécuriser la caserne d'Agban. On n'a pas eu de mouvement, on a eu des mouvements avant le 28 mars. Voilà, avant le 28 mars, dans la ville d'Abidjan, je parle des patrouilles, surtout pour sécuriser le tronçon Abobo-Adjamé, là où les petits malfrats cassaient les bus pour éviter que les gens aillent au travail. Donc on escortait les bus d'Adjamé pour aller vers Abobo, au terminus du 45, c'est-à-dire au dépôt 9, en association avec les éléments d'Abobo, et on les escortait le matin du dépôt 9 d'Abobo, c'est-à-dire au terminus du 45, là, vers Adjamé pour qu'ils travaillent. Donc, on faisait cette navette-là, à chaque fois qu'il y avait des bus en cortège, on les escortait jusqu'à Adjamé pour travailler, et puis à Bobo pour ceux qui rentraient à la maison. Voilà, donc, après ça, le 28 mars, lorsque la crise militaire elle-même, elle a éclaté, où il y a eu les affrontements, nous, on est resté statique pour défendre la caserne de gendarmerie d'Agban parce qu'elle avait été déjà livrée par le général Kassaraté et par tout ce que vous savez. Et donc, il fallait qu'on reste sur place pour sécuriser la caserne parce qu'il y avait des familles qui y vivaient, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Donc, il n'était pas question que les FRC là récupèrent la caserne de gendarmerie d'Agban. C'est ce que j'ai comme connaissance. Mais affrontement. Et par contre aussi, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y avait, au niveau du 220, il y avait des militaires français. Je ne sais pas si vous voyez l'église universelle du Royaume de Dieu au 220, au rond-point là. Voilà, au rond-point. Juste après l'église, il y a une pharmacie. Voilà. Et donc, il y avait des militaires français qui étaient dans ce secteur-là. Et quand tu es là, tu vois directement, c'est-à-dire que tu as un visuel sur l'arrière, sur une partie du camp de choses Agban. Et donc ces gars-là, ils se mettaient là-bas de temps en temps et c'était des snipers. Voilà, ils tiraient, vous savez, à Agban, il y a des miradors. Il y a des miradors où il y avait des éléments qui surveillaient le mouvement des véhicules et tout ça. Donc les gens, de leur position là-bas, c'est-à-dire au 220 là, ils tiraient sur les miradors pour pouvoir
atteindre des choses, nos sentinelles. Donc c'est comme ça que le lieutenant d'Orgelès, celui qu'on appelle Petit Abbaye, parce qu'ils ont le même caractère, il a mis un mortier en batterie, et puis on les avait repérés, il a envoyé un obus qui a fait mouche. Voilà, honnêtement, nous, on n'est pas allé au résultat. Voilà, mais quand on a envoyé l'obus, les tirs se sont arrêtés. Voilà, c'était des tirs des snipers français qui étaient au 220 et qui cherchaient comment on appelle ça, à nous avoir. Et puis, il y avait du côté de Adjamé-la-Casse, quand tu quittes à Bobo, quand tu quittes Blanceville pour aller à Adjamé, au niveau de la Casse, je crois savoir qu'il y a un collège sur le côté droit. Parce que c'est le collège Albert Camus ou bien quoi là, machin. Là, sur les ponts, là, à la Casse, là, il y avait un mortier qui était là-bas, et c'est ce mortier-là qui pilonnait la caserne de gendarmerie d'Agban. Voilà. Et ce mortier-là, il était positionné là, et il pilonnait le camp d'Agban. Et tous les obus, comme je l'ai dit la fois dernière, les obus tombaient autour du domicile du colonel-major Abbé Jean-Noël. Et il y avait la correction qui était apportée par ce mortier-là, nous a fait savoir que il y avait quelqu'un qui était dans le camp et qui donnait comment on appelle ça, des informations pour que les gens corrigent le tir. C'est-à-dire que pour que les gars puissent régler l'angle de tir. C'est comme ça que les obus se rapprochaient. Il y avait un salon de coiffure qui était collé aux fleurs de la clôture du collège-major Abbaye qui a volé en éclats. Le salon de coiffure était carrément collé aux fleurs. C'est-à-dire que quand tu dépasses le salon de coiffure, tu es dans la cour du collège-major Abbé Jean-Noël. Et donc, ce salon-là, il a volé en éclats. Moi-même, j'étais, comment on appelle ça, sur la terrasse là. La maison, les murs ont tremblé, les vitres se sont brisées. On dit, waouh! Ça, si c'est pas 80 mm, cet obus-là, ça va m'étonner. Et mon binôme et moi, on a dit, non, il y a quelqu'un qui donne une correction. C'est-à-dire que les gars sont en train de corriger l'angle des tirs. Donc, cette personne-là ne doit pas être loin. C'est ainsi qu'il y avait un bâtiment qui était en face du domicile du colonel-major Abbé Jean-Noël. On est rentré dans ce bâtiment-là. Et puis, on a essayé de progresser tout doucement. On s'est rendu compte qu'il y avait une activité dans une salle de bain au 4e étage. On est allé là-bas et on a vu qu'il y avait un gars là-bas qui donnait, c'est lui qui donnait en fait la correction. C'est lui qui disait non, vous avez tiré trop à droite, redressé un peu vers la gauche. Donc c'est lui qui apportait les corrections. Et ce gars-là, on l'a neutralisé. Voilà, si vous voyez ce que je vais dire. Donc, c'est un peu les accouchages qu'on a eu, mais avec les militaires français. Eux, il faut dire une chose, c'est que les militaires français avaient peur de la gendarmerie. Il faut que je sois clair, ils avaient peur des militaires français, des militaires ivoiriens. Les militaires français avaient très peur des militaires ivoiriens parce que eux, ils disent qu'ils ne comprenaient pas comment des gens qui combattent sans gilet pare-balles. Ils combattent sans gilet pare-balles, ils combattent sans casque. Mais les gens n'arrivent pas à progresser. C'est-à-dire que l'ennemi n'arrive pas. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils peuvent pas progresser. Et ils comprenaient pas. Pour eux, on était des super hommes. On était des. C'est-à-dire que pour eux, notre guerre que nous on faisait là, c'était. On partait en sacrifice. C'est-à-dire qu'on était des kamikazes. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que des gens, des militaires ivoiriens, combattent sans gilet pare-balles. Ils combattent sans casque. Il n'y a pas gants, rien. Ils ont AK, ils ont AK et puis ils avancent. Et les gars ne peuvent pas prendre la ville d'Abidjan, ils ne peuvent pas prendre le camp. Donc, ils avaient peur d'un accrochage avec les militaires ivoiriens. Ils évitaient ça. Parce qu'ils savaient que nous, on était dans notre pays et donc, nous, on n'avait rien à perdre. Mais c'est eux qui avaient plutôt quelque chose à gagner parce qu'ils ont laissé leur famille à 6000 km. Donc, ils faisaient tout pour nous éviter. C'était surtout ceux de la CEDEAO, les Comores, c'est-à-dire les Togolais et les Béninois. C'est eux qui étaient beaucoup farouches. C'est eux qui étaient beaucoup farouches parce que eux, on s'est accrochés au niveau du zoo. Voilà, on était avec le lieutenant Bouté et eux, ils avaient tendance à rôder autour du camp. Et donc, le lieutenant Bouté et nous, avec certains éléments, on est sortis et on les a pris par revers. C'est-à-dire, on est passé par Sokosé et on est descendu. Voilà, on est descendu et on les a interceptés au niveau du carrefour zoo. C'est là que le lieutenant qui était là-bas, là, c'était un lieutenant togolais, il a sorti son âme. C'est là que Bouté lui a dit, si tu t'amuses, ton unité va rester là sur place. On ne veut plus vous voir tourner autour du camp.
Voilà. Il a voulu se justifier. On a dit non, on ne veut plus vous voir tourner autour de la caserne d'Agban. Vous avez votre QG qui est au golfe, allez-y au golfe. Ici, là, c'est un camp militaire. Tout le périmètre autour du camp militaire, là, vous est interdit. C'est comme ça que les gens, ils ont pris la queue entre les jambes et ils sont partis. Maintenant, pour pouvoir avoir accès au camp militaire, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était par hélicoptère. C'était avec des Mi-24. Les Mi-24 survolaient, comment on appelle ça, le camp d'Agban de façon à hauteur très basse. C'est-à-dire même, on voit même à peine le pilote. À tel enseigne que il y a une arme qui a été récupérée par un agent du camp musique. Ils s'appelaient MD Chef d'en haut. MD Chef d'en haut a récupéré un M16. Et on a demandé, mais vous avez... Il dit non, c'est tombé d'un hélicoptère. On dit comment ça? Il dit l'hélicoptère passait tellement bas que le gars, on ne sait pas ce qu'il voulait faire et l'arme est tombée. Un M16. C'est-à-dire un fusil de marque américaine, M16. C'est tombé et puis le MD Chef d'en haut de la musique, s'il est à l'écoute du panel, il peut confirmer. Il a récupéré l'arme. Pour vous dire que les avions volaient tellement bas qu'on avait même... On pouvait voir même... Mon commandant, oui. Il y a une motion. Oui. Dis l'arme là, c'était quelle arme là? C'était une arme américaine. C'est pourquoi moi je dis toujours. Américaine. Moi je dis toujours. Ceux qui ont levé Gbagbo au pouvoir là, c'est pas la France. Vous avez compris, non? On vous dit, non, c'est les Français, pas les Français. C'est les Américains. Vous avez vu, non? Ça là. Le commandant Djaouli n'a jamais dit ça sur le panel. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arme dont je parle, vous voyez les films du Vietnam là, où les Américains partaient faire la guerre au Vietnam. L'arme qu'ils avaient là, elle est noire comme ça. C'est M16. C'est une arme américaine. L'hélicoptère a survolé la caserne d'Agban tellement bas. On ne sait pas ce que le gars il voulait faire. L'arme est tombée, a été récupérée par le MDL chef d'en haut de la musique. C'est eux qui jouaient les choses. Ils sont à la musique. C'est-à-dire les gendarmes qui jouent l'hymne national, les hymnes nationales des pays lorsqu'il y a des cérémonies là. Voilà, c'est tombé là et il a récupéré. Vous pouvez lui demander, le MDL chef, bon, peut-être que maintenant il est adjudant, il s'appelle d'en haut. Voilà, et il a récupéré un M16 avec un chargeur garni de munitions 5,5, c'est-à-dire 5,5 mm. Ah bon. Donc, il n'est pas exclu que les Américains n'étaient pas là. Ils étaient là parce qu'il y a leur arme là, c'est leur dotation. Parce que l'armée française n'utilise pas ça. L'armée française utilise les FAMAS. Eux, ils n'utilisent pas ça. Voilà. Donc, c'est les Américains qui avaient ça. Voilà. Et donc, pour confirmer ce que le commandant Bobby dit, c'est effectivement ça. Ils étaient là. Voilà. Et même quand on faisait l'inventaire des armes, parce qu'on était sous embargo, la caserne d'Agban subissait chaque mois un inventaire. Les forces de l'ONU venaient, les forces françaises venaient, et puis les forces de la CEDEAO venaient. Et donc, on était obligé d'ouvrir nos poudrières pour leur montrer les armes qu'on avait. Donc, ils étaient informés sur le type d'armes qu'on avait. Ils étaient informés, ils savaient quel genre d'armes on avait, ils savaient combien on en avait, et ils savaient dans quel état étaient ces armes-là, y compris les chars. Et parce qu'ils faisaient l'inventaire tous les mois, parce qu'on était sous embargo, on n'avait pas le droit de recevoir de nouvelles armes, de nouveaux chars, enfin de nouveaux équipements. Donc, s'il y avait un nouvel équipement qui était là, on était censé justifier la provenance et l'utilisation de cet équipement-là. Donc, ils étaient informés sur notre équipement, ils étaient informés sur notre manière de les entretenir. Ils savaient tout sur nous. Mais par contre, ce que, en bon stratège, le colonel Abbaye et Jean Nouvel a fait, c'est que nous, on avait deux poudrières. On avait une poudrière qui était au niveau du garage où on répare les chars. Ça, c'était accessible à tout le monde. Et on avait une poudrière qui était cachée. C'était au sous-sol. Voilà, c'était un sous-sol. Donc, même, il y a des gens même qui ne savaient pas que c'était une poudrière. On passe dessus, mais les gens ne savaient pas que c'était une poudrière. Vous voyez? Donc, il y avait des armes là-bas. Et c'est ces armes-là que, le moment venu, on a déplacé ces armes-là avec l'ordre du colonel-major Abbaye Jean Nouvel. On a déplacé ces armes-là et on les a envoyées chez moi à la maison, dans mon domicile à moi, à Agban. Donc, ces armes étaient entreposées dans mon salon, dans ma cuisine, partout il y avait... Ma maison était devenue la poudrière du GEB.
Voilà, a-t-elle enseigné que l'imam de la mosquée de la gendarmerie d'Agban, l'adjudant Diaby, qui a payé de choses, pour ça, moi je dis ça ouvertement, n'en déplaise à celui qui veut l'entendre, Dieu l'a châtié, parce qu'il faut dire que dans cette histoire, Dieu aussi, même si on dit qu'il était neutre pour certains, moi je dis qu'il a châtié ce monsieur, parce que je vais revenir sur son cas après, parce que c'est lui qui a marqué mon domicile pour que les hélicoptères viennent bombarder, parce que il y avait les armes là-bas. Et malheureusement, ça a raté. C'est allé taper le domicile de mon voisin. Voilà. Allez que le but a tapé le domicile de mon voisin. C'est comme ça que mes enfants, ils étaient traumatisés. Ils disaient, restez tranquille, restez là, rien ne va vous arriver. Vous voyez, donc, quand on voulait s'approvisionner, c'était chez moi. C'était chez moi que les gens venaient prendre tout ce que vous savez, comme les grains d'arachide, comme les guitares, comme les mortiers, comme tous les pilons, les quoi. C'était chez moi à la maison que les gars venaient prendre ça. Parce que la caserne en elle-même, elle n'avait plus de poudrier parce qu'elle avait été bombardée. Franchement, pendant 3 jours, ils ont bombardé. Même les chars qui étaient en panne, qui étaient au milieu du garage, qui étaient en panne, les Français ont bombardé, ils ont détruit ça. Mais les vrais chars qu'on utilisait, qui étaient encore en forme, eux, ils étaient camouflés quelque part là-bas, ils étaient camouflés dans tout Agban, à telle enseigne que la riposte, quand les Français finissaient de bombarder, parce qu'eux, ils bombardaient de 20h jusqu'à 4h du matin, à 4h, 5h, toute la nuit, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Maintenant, le lieutenant Digbe Dragas, qui a été aide des camps de Cassaraté, Digbe Dragas, le lieutenant dit, ah les gars, de toute façon, il fait nuit là. Il y a des avions qui volent trop. Regardez s'il n'y a pas de chuteur libre. Parce que s'il y a un chuteur libre ici, là, il n'y a pas la convention de Genève, mais vous traitez le chuteur libre qui arrive. En fait, il voulait dire que les parachutistes français, on avait appris qu'ils étaient censés descendre sur la caserne d'Agban. Et donc, ces parachutistes là, la nuit, ils allaient descendre au sein de la caserne pour nous neutraliser. Donc, le national Digbe Dragas, qui était à l'hygiène, qui était aide-camp du général Cassaraté, a dit, si on voit ces parachutistes-là, faut même pas qu'on réfléchisse, on n'a qu'à les dégommer. Parce que la convention de Genève dit de ne pas tirer sur un parachutiste tant qu'il ne touche pas le sol. Mais nous, on a dit, non, ça là, on peut pas attendre. Voilà, juste pour rire. Voyez, donc c'était un peu ça. Ok, mon commandant. Ouais. Il y a Marie-Christelle qui a une motion pour toi. Maman Marie-Christelle. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Merci. Ça va. Sinon, j'ai une question. Allez-y. Bon, bien avant ça, je vous ai écouté sur le même panel, mais ce n'était pas aujourd'hui. Parce que j'ai entendu que non, dans vos dit que non, dans le camp, il y avait déjà des infiltrés, il y avait des traites au fait. Donc, on aimerait savoir comment vous avez réussi à pouvoir déplacer la poudrière sans que les autres ne sachent. Non, c'est pas qu'ils ne vont pas savoir, ils savent, mais ils ne peuvent rien faire. C'est le traite qui agit en cachette. La poudrière. Vous savez, il faut lui répondre, je vais pisser. Je dis, voilà. Je dis, vous savez, est-ce que vous connaissez un peu la caserne d'Agban? Vous connaissez la caserne. Voilà. Donc, vous voyez que vous connaissez la soute à carburant. Où il y a le carburant. C'est là-bas, voilà, la soute à carburant. À côté de la soute à carburant, il y a le parc à chars et puis il y a nos poudriers. Tout est dans le même secteur. Hein, tout est choses est confondu là-bas. Maintenant, il y a une route. On appelle ça la ceinture. En fait, il y a 2 ceintures. Il y a une ceinture qui longe la clôture même d'Agban là, qui longe toute, ça dit qu'il fait tout le tour de la clôture. C'est-à-dire que quand je parle de clôture, je parle même du mur, même le mur qui protège Agban là. Il y a une route qui passe là-bas, elle est non bitumée et elle fait le tour de la caserne, à l'interne. Maintenant, il y a une deuxième ceinture. Cette ceinture-là, elle est bitumée. Elle part depuis la soute. Elle passe devant le domicile de Cassaraté. Elle fait le tour, elle passe devant le domicile de tous les officiers et elle passe devant le domicile des sous-officiers de l'hygiène, du GEB, et puis elle ressort carrément vers le grand portail, vers le
le portail, l'entrée principale. C'est-à-dire que cette route-là fait le tour de la caserne. Mais elle passe entre les domiciles et elle rejoint le portail principal d'Agba. Voilà. Et donc, de la soute, on a pris cette route-là. Et c'était de nuit. On a pris cette chose, on a pris cette voie-là. Et on a mis tout ce qu'on avait. C'est-à-dire que notre armement, tout ce qu'on avait comme échaudrière, on a tout mis dans les véhicules. Et puis, on est passé devant le domicile parce que sur le côté droit, c'était l'unité UGN qui était là. Après, c'était le domicile de Kassaraté. À gauche, c'était le domicile du commandant Bassanté, qui était le commandant de l'UGN. Et puis, il y avait le domicile du colonel Dosso Goyi, qui était le chef de service informatique de la gendarmerie. Après ça, il y a de la brousse. Et quand tu tournes dans le virage, tu tombes sur le domicile du colonel Goué, qui était anciennement le commandant du camp commando d'Abobo. Voilà, il n'était plus le commandant, c'était Barthélemy Obenyere qui était maintenant le commandant jusqu'en 2011 là. Et puis juste après, quand tu dépasses 3 bâtiments, tu as mon domicile. Donc c'était tout au plus, j'allais dire 3 km maximum. C'était pas trop loin et c'était une voie directe. Donc de nuit, on ne traversait pas tout Agban, non, on ne passait pas par la place d'Am, non. On est passé à l'arrière, c'est-à-dire on a pris la deuxième ceinture là, et puis cette ceinture là passe devant le domicile de Kassaraté et puis elle aboutit à mon domicile. Donc c'était à l'abri des regards, c'était pas tout le monde qui savait que les armes avaient été déplacées, c'était à l'abri des regards. Voilà, donc on avait pu faire ça aisément, de nuit, et puis voilà, ça s'est passé sans encombre quoi. Il y avait déjà l'information, vous nous parlez de ça ici. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Parle un peu plus fort. Parle un peu plus fort. J'avais déjà cette information-là, parce que autant notre voisine, elle avait un neveu qui était dans le camp là-bas. Donc, nous, on habitait aux 2 plateaux. Donc, ils ont bombardé le camp. On a tous entendu. Donc, elle est rentrée en contact avec son neveu. Il a dit que non, la poudrière n'a pas été touchée, qu'ils ont déplacé tout. Parce qu'on a compris que, vraiment, Agban, c'est un camp, Oui, effectivement, on avait déplacé tout c'était des choses dans ma maison. Les obus étaient dans ma chambre, sur mon lit même là. On a mis obus, on a mis tout ce que vous pouvez imaginer comme ce machin. C'était au salon, dans ma chambre, sur mon lit, dans ma douche. Mais par contre, j'avais demandé que on mette les grenades là dans la douche là-bas, parce qu'il ne faut pas les grenades là vont sauter. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Tout était dans ma chambre, tout était dans ma maison. Voilà, tout était dans ma maison. Voilà. Et voilà. Mon commandant, oui. tu avais parlé de quelque chose des petits bandits qui partaient casser les bus pour empêcher les gens d'aller au travail. Là. Tu te rappelles? Oui, ça c'était à Abobo. Lorsque non, c'est même pas à Bobo seulement, même à 13 villes. Oui. Même à 13 villes, ils ont commencé à se manifester là-bas. Oui. Ils avaient parce que mais nous on nous avait détaché à Bobo parce qu'à Bobo, il y avait à Bobo c'était vraiment chaud parce que c'était l'un des bastions du comment on appelle ça moi je vais rendre hommage ici. Quand ils ont commencé à casser les bus, brûler, empêcher les gens d'aller au travail, le président Laurent Gbagbo a adressé une note à la garde républicaine. Ça, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Je ne vais jamais oublier. Parce que le général Doboblé, à l'époque, il avait appelé, si j'ai bonne mémoire, il avait confié en ce moment, à l'époque, on ne savait pas que les choses étaient encore traite. Le gars, là, comment il s'appelle, Amichua Koué-Edouard. Amichua Koué-Edouard. Non, c'est ça, Amichua. Non, c'est pas Amichua. Voilà. Non, c'était pas Amichua. C'était, à l'époque, on avait un colonel, là. Et il est grand était quoi, un joli garçon, bien gentil, là. Donc, il a confié la tâche au capitaine Maé. Mon capitaine. Mes respects, mon capitaine. Capitaine Maé, il est fou, comme ça, mince. Chaque 20 heures, on sort.
plaque d'immatriculation de nos 4x4 là. Donc nous, c'est la présidence. Donne-nous notre canter ne sont pas immatriculés comme pour les militaires, comme pour les gendarmes. Pourtant, c'est l'armée. Hein. Nous, notre canter, quand on parle de canter, c'est notre véhicule de transport de troupes. C'est D10. Donc, on sort comme ça. Le capitaine m'a dit, enlevez tous les D10 là. Maestro, de là où tu te trouves, mon vieil, te bognal toujours. Donc, le capitaine m'a dit, enlevez tous les D10 là. Nous, les novices, on descend, brrr, béret, JR, écusson, JR, non ici. Il dit, mais, c'est cela. On dit opération spéciale. Vous partez quoi? Rentrez, on va déposer tout ça là-bas. Donc, ça, déposer béret, on enlève écusson. Sinon, ici, il y avait un truc qu'on pouvait coller, de toute façon, le lac, on se collait. Il y a un truc à pression qu'on colle dessus, garde républicaine, donc on enlève. C'était pareil, le nom aussi. On prend les quintets. On est lancé dans 13 villes là. Tous ceux qu'on va trouver au dehors, à partir de 22 heures, c'est quitté au travail. Qu'est-ce que tu fais au dehors? C'est patrali. On a commencé à fréquenter les bas quartiers là, les quartiers précaires, où il y a beaucoup de djoulas de Dalois là, vous comprenez non? Où il y a beaucoup de djoulas de Dalois là, on a commencé à fréquenter ces quartiers là. Les quartiers où il y a beaucoup de djoulas de Dalois, djoulas de Man, djoulas de Soubré, on a commencé à fréquenter ces quartiers là. J'ai dit les gars, on a commencé à les... J'ai dit, quand les prend comme ça, on les prend de 20h jusqu'à 4h du matin. Ils vont pomper quand ils vont courir. Ils vont pomper quand ils vont grossir. Les djoulas d'Apoisson, là, on les a pris. On les a patra. J'ai dit, les gars, non, capitaine Maé, mais respect mon vieil, tu as fait un bon travail. Et puis, chaque jour, il me prend, hein. Chaque jour, nous, on finit le rapport à 17h30, on va manger. Il dit, Bobby, montez. Ah, mon vieux, ça où? Il dit, hey, va t'habiller, monte. Et puis, quand on sortait là, batterie, paire de tennis. En tout cas, on sait, si tu nous vois là, tu sais pas c'est quel corps. Les djoulas de Soubré là, c'est eux. Il dit, on les a pas traqués pendant 2 semaines, on est sérieux, il dit. Et puis nous là, on sortait pas, on sortait à 20h, mais quand on doit rentrer là, on rentre à 6h du matin. C'est nous-mêmes là, on est dehors, eux ils ont peur de sortir. Il dit, un matin on est là, délégation au palais présidentiel. Ils sont allés voir le général Dogbo. Et eux-mêmes là, pour plus nous en sortir. Eux-mêmes là, les djoulas de Dalois là, ils vont faire la police sur ceux qui cassent les bus là. Est-ce que vous avez compris là? Eux-mêmes là, ils disent non, quelqu'un nous en sort là, c'est pas bon. Pour plus nous en sortir, les djoulas de Dalois disent eux-mêmes là, ils vont faire la police sur ceux qui cassent les bus là. Comprenez un peu? Et un jour, on sortait. On n'a pas trop les gens. Ce jour-là, là, j'avais voulu. Bon, voilà. Oui. Il y a te raconter une anecdote. Ce jour-là, on n'a pas trop les gens jusqu'à. Je ne sais pas dans quel coup, la cargo de gendarmerie qui est sorti sur nous. Donc, nous, on commence à fuir. La gendarmerie est derrière nous. Et ils nous poursuivent jusqu'à. Nous, on rentre dans notre camp. Viens. Et aussi, on est garé dehors. Et aussi, ils rentrent. Le capitaine Maya est descendu. Il dit, fermez le portail. Il dit, le capitaine de la gendarmerie là, tellement ils nous ont poursuivi ce jour-là. En fait, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes. Et ils vont se plaindre. Vous dites, il y a des militaires qui chicotent les gens. On ne sait pas où ils sont. Donc, la gendarmerie, dans ses enquêtes, ils nous ont attrapés sur le terrain. Donc, ils ont commencé à nous poursuivre maintenant. Dans 13 villes. Nous aussi, on avait un chauffeur. Hein. Il a filé. Il a mis les gaz. Il dit, on est rentré au camp. Vous, dans notre tête. Nous, on rentre dans notre camp. Nous, on s'est dit que les gendarmes vont garer au dehors. C'est pas ce jour-là, s'ils ont bu quoi. Ils sont rentrés derrière nous. Vous. Quand ils sont rentrés, le capitaine m'a mis pied à terre. Il dit, fermez le portail. La garde a fermé le portail. On demande au gendarme là, vous allez chercher quoi?
Il peut pas, elle dit non, attends, il peut pas dire, il peut pas dire que c'est le 4, c'est le Kanté qu'il poursuit. On dit, vous êtes venu chez, Kanté va dire chez quoi. Il dit non, c'est une visite de courtoisie. La crise, Yako. Donc, voilà. C'est ça, vous devez te rappeler ça. Tellement que c'était des éléments qui ont voulu, parce que comme ils vous reconnaissaient pas, parce que vous n'aviez pas de choses de cuisson. Non, non, rien. En fait, voilà, vois, donc, la gendarmerie du port, là, la gendarmerie du port, là, très la gendarmerie du port, là. Tu te rappelles, non? Gendarmerie du port. Oui, oui. Du port. Si. ce sont eux. Voilà. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de cuisson pour distinguer l'unité ou bien pour distinguer le corps, donc ils se sont dit que peut-être que c'était des gars, des petits voyous qui ont récupéré peut-être un véhicule quelque part là-bas. Donc, ils vous ont poursuivi. Ils savaient pas que, voilà, ici, il y avait une communication entre vous. Non, ce sont les gars de la GR. Ils ont dit, bon, les gars. Non, mais le Kanté rentre dans le cas de Trècheville, là. Sur le mur, là, c'est écrit garde républicaine. Ou moi, il n'a pas lu. Non, mais tu sais, l'action a été spontanée. Vous êtes rentrés un coup. Voilà. Mais donc, eux, ils se sont dit, bon, on rentre dans un camp militaire, nous sommes avec nos frères. Donc, ça dit, non, ils se sont dit quoi? Ça dit que nous sommes des collègues, on lutte pour la même cause. Donc, on va maintenant discuter, là, comme ça, si désormais ils doivent partir d'un coin comme ça, là, ils nous briefent, là, nous, on coupe les radios, là, ils vont travailler tranquille, on les gêne pas. Non? Voilà. Sinon, quand il n'y a pas de communication entre deux entités militaires, les gars peuvent se tirer dessus. C'est comme ça. En 2002, il y avait les policiers de Williamsville, la cité universitaire de Williamsville. Nous, on quittait en brousse là-bas, là, on venait d'être matés par nos formateurs. On arrive tout barbu là, avec des treillis bigarrés, à hauteur des femmes, des choses, comment on appelle le coin là? Au Dokui là. On voit les policiers les policiers de Williamsville là, le commissariat de Williamsville, ils nous ont mis en joue. Sommation, sont descendus, blablabla, ils ont mis en joue. Ah, on a dit, mais c'est qui? Ah, non, c'est les papas. Mais vous là, vous êtes qui? On a même sommes des golfs. On dit quoi? Golf, ah, trahi comme ça, où il y a violet, vert, rouge, etc. Non. On dit, mais si. Et puis on est barbu. Les gars veulent rien savoir. Donc, notre chef de détachement, il s'en va. Il a dit, mais où est votre chef de détachement? C'est le commissaire Nyawa Kabila. Il sort, il dit, mais je reconnais le jeu qui est là-bas. Ce gars-là, c'est l'ami de mon frère. Il dit, ah, mais mon commissaire, mais nous, on n'est pas Roméo. Vous voulez tirer sur nous. Il dit, mais votre tri là, je ne reconnais pas. On nous a pas dit sur le réseau qu'il y avait une unité de gendarmerie habillée comme ça qui venait dans ce secteur-là. Tu as vu un peu? Donc, c'est pour dire que quand il n'y a pas de communication entre deux entités militaires, ils peuvent s'allumer. Si les gars, c'est-à-dire que si les gendarmes là, ils avaient su que vous étiez les gars de la GR, oh, ils allaient dire, oh, on les a pas vus. Pourtant, le travail est en train de faire. Ils vont dire, non, ils sont pas là, ils sont pas là. Ils sont pas sur le lieu de travail là. Nous, on les voit pas. Pourtant, vous êtes là. Ils n'ont pas été briefés. Ils savaient pas. Vrai. Et puis, en fait, ce que je voulais signifier aussi, par rapport aux traites là, vous savez, les traites dans l'armée là, vous pensez que les traites, c'est comme, les traites dans l'armée, c'est les plus dangereux, les gars. Le traite, il te dira jamais qu'il est traite. Dans l'armée, il va pas tirer sur toi. Non. Il va pas tirer sur toi, mais il va donner votre position. Le nombre, vous êtes sorti à combien? Votre véhicule, votre armement, il va tout donner. Est-ce que vous comprenez? Mon commandant, ce que tu viens de dire là, c'est tellement vrai que je viens de recevoir, j'ai reçu l'information avant-hier. Depuis 2003, 2004, 2005, jusqu'en 2006 là, on avait entrepris des opérations d'infiltration à Zienoula, mais ça échouait toujours. C'est hier que j'ai eu la réponse. Après combien d'années? Après combien d'années? Bon, mon commandant, motion. Ouais. Garde ça pour tout à l'heure. Donne-moi, accorde-moi 1 minute. Ouais. Il y a quelqu'un qui a une motion. Il sait pourquoi je le prends.
Voilà. Ouais, attends, je vais répondre rapidement. Il y a un gars qui a écrit que. Non, non, mon commandant, faut pas répondre. Eugène, ça veut dire quoi? Bon, ok, vas-y. Ouais, il dit que Eugène, ça veut dire quoi? Eugène, c'est l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Ce qui équivaut au GIGN en France, là. Voilà, c'est-à-dire unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Voilà, eux là, ils ont des snipers, ils ont des artificiers qui posent les bombes, les machins, voilà, c'est eux. Voilà. Ok, Solide Madou, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, bonsoir mon commandant, bonsoir commandant Gangoné, bonsoir commandant Bakari. J'espère que vous allez bien. Moi, ma motion c'était pour revenir au récit du commandant tout à l'heure. Il parlait que quand il y avait le bombardement des hélicos français sur le camp d'Agban et qu'il y avait une arme qui a été échappée, je crois, il a dit que bon, il savait pas qu'est-ce qui s'était passé dans l'hélico, mais il y a une arme qui s'est échappée, il s'est trouvé que c'était un M16. Et nous savons que l'M16 effectivement est une arme de prédilection totalement américaine. Et je me rappelle qu'une fois, commandant Bobo, sur votre panel, vous avez dit que, je crois, il y avait un conteneur qui était abandonné, je crois, quelque part aux encablures de Yopougon ou de Jesco, et que dans ce conteneur-là, c'était le nom d'une entreprise américaine de transit, je crois bien, et qui était rempli d'armes. Donc, je voulais que vous me rassurez que c'est cela, parce que nous savions qu'effectivement, il n'y a pas que les Français dans cette affaire-là. On sait qu'effectivement, il y avait des commodity traders du cacao et puis des lobbies du chocolat qui en avaient gros et qui voulaient en découdre aussi avec le régime d'Abidjan à l'époque. Donc, je voulais juste me rassurer et puis réécouter le récit du commandant à ce propos-là pour que mon esprit soit bien clair, quoi. D'accord. En fait, je vais te répondre avant que je donne la parole au commandant. Moi, il y a une de mes promos, c'est un BT. Ça fait, je connais son nom, mais son nom militaire, c'est Black Boer. Black Boer. Black Boer, avant la crise, il était allé braquer. Tu vois. Ils avaient revendiqué les hauts les cœurs sur le président Laurent Gbagbo et on les avait radiés. Quand on les avait radiés, c'est comme ça. Lui, il s'est donné à la facilité. Et quand il s'est donné à la facilité, il a été arrêté par la PJ. Il s'est retrouvé à la Maca. Tu comprends? Et à 3 mois de la crise, lui s'est retrouvé à la Maca. Donc, quand la crise a déclenché, moi j'ai plus de ses nouvelles. Et puis un matin, on a fait coup de tête. C'est lui me dit, me dit, mais Bobby, est-ce que tu sais que nos premières armes là, nos premières armes qui sont arrivées, qu'on a pu pour rentrer à Abidjan là, les conteneurs étaient garés, près Jesco là-bas, le conteneur. C'est lui qui m'explique, hein. Moi, je n'étais pas là-bas. Il dit, ce qu'il a marqué. Parce que quand on dit les conteneurs là, les conteneurs d'armes, quand tu ouvres sur le conteneur, tu savais qu'il est sur US Army. Et ça, il me disait ça. Mais il m'a dit aussi, même sur, comment on appelle ça, même sur les caisses d'armes là, c'était dessus US Army. Je lui ai demandé c'est quelle arme. Il m'a dit c'était le Kalash. Kalash, vous allez dire, mais Kalash, est-ce que les Américains utilisent Kalash? Effectivement, les Américains utilisent Kalash. Vous allez aller voir le combat des Américains en Irak, à Fallujah, c'est des Kalash qu'ils utilisaient là-bas. Vous comprenez? C'est vrai, la Kalachnikov, c'est une arme russe qui a été créée par Andrei Kalachnikov. Mais, ils ont vendu le brevet à plusieurs pays. Et je confirme que l'armée américaine utilise bel et bien des Kalachnikov. Voilà. Maintenant, concernant ce que tu as dit, nous, parce qu'on était tellement submergés par plusieurs entités militaires, telles que, il y avait le Niger qui est venu combattre pour la rébellion, il y avait les militaires maliens, lui qui est président au Niger, là, il était au Golfe. Lui qui comment il s'appelle même là? Ce gars-là, lui qui est président au Niger aujourd'hui là. Tiani était au Golfe. Djendjere était au Golfe. Vous comprenez? Djendjere était au Golfe. Mais comment comprendre que tous ces pays-là sont sur la Côte d'Ivoire? L'ONU, le commandant Djamé a dit quoi? Il dit les Béninois étaient les plus zélés. C'est l'ONU, l'armée sénégalaise en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne vont jamais les oublier. Quand ils ont compris, ils nous ont donné toutes les nourritures et puis ils sont rentrés dans leur pays. L'armée sénégalaise et l'armée ghanéenne.
Les deux C'était pays. le général Fall. Ouais, ils étaient sous la coupole du général Fall. Ils sont rentrés. Quand ils ont compris la magouille qui se passait, ils n'ont pas voulu prendre part. Moi, je me rappelle comme c'était hier. Ils sont venus, ils nous ont donné. Non, Ibé n'était pas là, c'est faux. Ibé du Burkina n'était pas là. C'était Djendéré qui était là. Le général, voilà. Donc, le contingent sénégalais, puis le contingent ghanéen, ils ont donné toute leur nourriture, leur couverture, et puis ils sont rentrés dans leur pays. Parce qu'ils avaient compris. Mais comment comprendre que tous ces pays-là contre la Côte d'Ivoire, c'est après réflexion, j'avais compris. C'est une histoire de cacao, en fait. C'est les chocolatiers américains qui ont levé le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Les chocolatiers américains. Le président Gbagbo lui-même dit qu'il a trouvé les contrats. D'un contrat, la Côte d'Ivoire avait 12%, et ils avaient 88%. Donc lui, il voulait win-win. Vous comprenez? Lui voulait 50-50. C'est ça qui a fait qu'ils ont levé. Mais aujourd'hui, là, vous pensez que les Américains, les chocolatiers, ils donnent 80% à Ouattara? Vous pensez qu'ils donnent 12% à Ouattara? Ils ont trop donné à Ouattara, c'est 5%. Parce qu'ils savent qu'il n'est pas légitime, en fait. Quand ils ont arrêté Gbagbo, ils ont pris 550 tonnes de cacao au port. La France a pris. Mais ils avaient oublié que Gbagbo avait déjà vendu le cacao aux Chinois. Donc, ils ont pris pour aller en France. Les Chinois sont allés prendre en France pour aller en Chine. Donc, cette histoire-là, c'était... On était tapotés, s'il vous plaît, les gars, tapotés, sur le signal direct. On était submergés par toutes les armées du monde entier. À part le Ghana et le Sénégal. Sinon, tout le reste, là, ils étaient contre nous. Tout le reste. Maintenant, concernant les traites, quand on parle, les traites, là, ils vont jamais te dire, je suis traite. Non. Nous, par exemple, on partait d'intervention, et il y a un chauffeur, un traite. Il allait garer la Jeep là dans le feu. Pour nous montrer de sauter. Il dit, nous n'a pas vu. Il ne sait pas où la garé là, le feu. Il a gâté la voiture. Il faut nous voir. Repli à pied, tu fais comment? On te dit marcher dans le quartier, dans zone rebelle, à Trècheville, pour entrer au camp. Il a garé la Jeep dans le feu. Pour nous montrer de sauter de la Jeep. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi les traites, ils vont pas dire ils sont traites. Ils sont à toi, ils mangent à toi. Ils sont à toi, ils mangent à toi. Eux, regardent tous tes mouvements. Généralement, les traites, ils partent jamais au combat. Ils ont toujours un papier, soit ils sont malades. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle invention de port de treillis. C'est-à-dire que lui qui a inventé ça, je ne sais pas s'il est maudit. Invention de port de treillis, ça veut dire quoi? Invention de port de treillis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu es militaire, mais tu ne dois pas porter treillis. Mais quand tu portes treillis là, ça te gratte. Et 60% des 90% des traites, ils avaient ça. Si ce n'est pas invention de port de treillis, ils avaient invention de port de Rangers. Ils ne doivent pas porter treillis, ils ne doivent pas porter Rangers. Donc, ils étaient tout le temps dans les casernes, au camp, en train de manger, en train de donner position des gens. C'était comme ça le travail. Ils vont partir à la mairie, ils vont démonter les armes, ils vont lever les percuteurs. Vous comprenez? Donc, c'était des maudits. On était submergés. Et puis, 90% des doulas de Daloa, là, ils ont rejoint la rébellion. Eux tous, même nos frères du Nord sont rentrés dedans. Même nos frères du Nord, là, ils sont rentrés dedans. Donc, commandant Diagonemi, vous avez la parole, vous allez expliquer pourquoi toutes vos tentatives sont restées infructueuses. Vous avez la parole, donc. Ouais, et pour confirmer l'implication des Américains, vous avez entendu dire que le président Gbagbo a dit que Obama l'avait appelé. Obama l'a appelé, et Obama lui a demandé de quitter de laisser le pouvoir. Ils allaient lui donner un poste d'enseignant, de conférencier dans une université aux États-Unis. Ils allaient s'assurer de sa sécurité, lui et sa famille, et à condition qu'il laisse le pouvoir. Et en réponse, il a raccroché au nez. Il a raccroché à Obama.
Donc c'est dire que Obama était impliqué. C'est-à-dire que les États-Unis étaient impliqués. Obama, il est le chef suprême des armées. Et donc, s'il prend son téléphone pour appeler un président pour lui demander de faire quelque chose en lui faisant des propositions, c'est dire que si le chef d'État en question n'obéissait pas à ces propositions-là, il serait dans l'obligation d'agir de façon militaire. Voilà. Et donc, l'implication des États-Unis était avérée. Sauf que, comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça sous la couverture de la résolution des Nations Unies. Et c'est ce qu'ils ont brandi. Ils disent que on a agi sous mandat onusien. Voilà. Alors qu'en réalité, le mandat onusien, c'était une couverture. Ils avaient déjà tout planifié, ils avaient déjà tout manigancé. Il leur fallait un justificatif juridique qui allait leur permettre de faire ce qu'ils voulaient faire. Et donc, ce justificatif juridique-là, c'était la résolution des Nations Unies qui a été votée et qui disait qu'il fallait vitrifier le président Gbagbo, si je veux employer les expressions de M. Nicolas Sarkozy. Donc, voilà un peu, l'implication des États-Unis était avérée et était effective. C'était confirmé. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de choses, des traites là, dans notre contingent, on avait un gars. On avait un gars. Il est en Côte d'Ivoire là-bas. Il va se reconnaître. Il travaille avec un de mes binômes avec qui j'étais sur le fond de genou là. Et ce binôme-là m'a appelé avant-hier. Il m'a dit, mais est-ce que tu comprends que on avait reçu des informations comme quoi il y avait des Roméos, c'est-à-dire des rebelles, qui nous contournaient, qui contournaient nos positions en passant par le village de Binzra, c'est un village du genou là, et puis qui longeait la forêt de la Maraoué et qui sortait dans le village de Dibi Kofi. Dibi Kofi qui est décédé, qui était ministre de l'économie sous Bédier, je crois, sous Bédier, et puis chose. Voilà, lui, il habite à Pakwabo. C'est un petit village baoulé qui est juste après, qui est entre Boisflé et Zienoula. Et cette région-là, c'était une région aurifère. Il y avait de l'or là-bas. Et il y avait du trafic là-bas. Donc, tous les gars qui quittaient Avavois en Guinée, Avavois, ils passaient par là-bas et ils approvisionnaient leurs éléments qui s'arrangeaient pour que les gars qui étaient du côté de, vous savez, entre Béoumi, ouais, vous savez, entre Béoumi et puis le village de Maminigui, le village de Goïtapla, il y a le Bandama qui passe là. Donc, ils avaient un itinéraire qu'ils suivaient pour envoyer, pour approvisionner leurs éléments qui étaient dans ce secteur-là. Donc, on a monté une équipe. Les gens passaient tous les soirs. Donc, quand les gens ils nous ont dit ça, on a monté une équipe. Et puis, de nuit, on est sorti tout feu éteint de la ville. Parce que le capitaine Zo, c'était un stratège. On est sorti tout feu éteint du côté de la ville et on est passé sur la position de nos collègues militaires. Et on a pris leur itinéraire, mais en sens contraire, de sorte que on puisse tomber sur eux. Mais à chaque fois qu'on partait, il était impossible de les avoir. On ne pouvait pas les avoir. Pourtant, on nous disait que les gens, quand on quitte net la position le matin et puis on rentre, le lendemain soir, on nous dit, ah, les gars, là, ils sont passés. Hein. On dit, mais hier, on est resté là-bas jusqu'à 6 h du matin, ils ne sont pas passés. À chaque fois, les gars nous driblaient. C'était le jeu du chat et de la souris. Après, que le capitaine a dit, bon, on va faire une infiltration à Sucrivoire. Sucrivoire était dans la zone de confiance. C'est-à-dire, là-bas, il y avait l'armée française qui était là-bas et tout ça. Donc, nous, on n'avait pas le droit d'y aller. Mais on est parti quand même. Et chose curieuse, on est parti sans que personne n'a su qu'on est parti. Mais sur la route, on n'est même pas arrivé. Voici les Français qui ont mis un barrage. Ah! On dit, mais comment ils ont été informés? Déjà qu'ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas censés être là. Tout ce qu'on faisait, c'était un fiasco. Et puis, quand on montait, par exemple, quand notre secteur, c'est-à-dire nous, on était en position du côté de Vavois et les militaires étaient en position du côté de Boisfly. Mais les gars là, ils nous contournent et ils vont attaquer la position des militaires
qui est l'autre côté, qui est à notre droite, quelque part là-bas. Tout ce qu'on faisait, il y avait toujours des trucs qui, en tout cas, qui foiraient. Là, hier, le gars, ma classe me dit, mais est-ce que tu es au courant de tout ce qu'on a mené comme action d'infiltration, machin, puis qui a échoué, on ne pouvait pas attraper les gars, on ne pouvait pas prendre Zakaria et ces éléments-là. J'ai dit oui. Il dit, tu sais qui faisait ça? Il dit oui. Il dit, c'est le petit frère de Vetcho. On n'a jamais su que ce gars, c'était le petit frère de Touré Vetcho. Et il était parmi nous. Il était parmi nous. Ils sont petits frères, même père, même mère. Le mec était parmi nous. Le mec filait les tuyaux. Un gendarme. Un golf. Un gendarme. Et puis c'était notre ami, c'était notre pote. C'est pas le nouveau gendarme que celui qui m'a mis dans la gendarmerie là. Non, celui-là, il était ancien par rapport à ceux-là. Mais c'était notre ami. Et puis il était ami au fils d'un colonel, le colonel Dremont de la gendarmerie qui est maintenant à la retraite. C'était son pote. Et on était tout le temps ensemble. Lui, on l'appelait sans nom. C'était son pote. On était tout le temps ensemble. On mangeait ensemble, ancien. Mais quand il s'agit d'opération, même quand on restreint l'équipe pour monter sur le mancien, le truc foire. Oh, lui, il était dedans. C'est hier, le gars me dit, c'était lui qui donnait toutes les informations à son grand frère. On n'a jamais su que c'était son grand frère. Jamais su que c'était son grand frère. Ça, il dit, ah, donc le gars là, il allait nous livrer. Il dit, mais il nous a livré, c'est parce que les gars n'étaient pas stratèges. Sinon, dans la progression là, c'est parce que les gens, c'était des peureux. Sinon, on tombait dans une embuscade, on n'allait pas s'en sortir. Parce qu'ils allaient nous allumer, parce qu'ils connaissaient notre dispositif à cause de lui. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire que ce que le commandant Boubi dit là, il n'y a pas plus dangereux qu'un traître dans une armée. Dans une armée, il n'y a pas plus dangereux qu'un traître. Mon commandant, je ne te coupe pas la parole. La garde républicaine, la plus grande base de garde républicaine, c'est situé où? C'est à 13 villes. À Abidjan, hein. Sur notre grande base, c'est Yamsokro. Yamsokro, là, ils ont mis drapeau blanc. C'est-à-dire que Yamsokro, ils ont mis drapeau blanc. Il reste garde républicaine 13 villes. Il reste Cocody. Il reste Plateau. La plus grande base de garde républicaine de Côte d'Ivoire, là, c'est Yamsokro. Yamsokro, là, les chefs, là, ils disent, lui, c'est papa. C'est-à-dire que lui, il dit, papa, là. Il reste Cocody, il reste 13 villes, il reste Plateau, il reste palais présidentiel. Deuxième plus grande base là, c'est 13 villes. Qui commande ça? À Michoua Kwao Edouard. Il a vendu la garde de 13 villes. Et puis la garde de 13 villes là, si tu veux, c'était le nid de la rébellion, des rebelles. Il y avait plus de enfants, il y avait plus de djoulas de Dalois là-bas, djoulas de Man. Du lait de Soubré, de Lakota là, ils étaient remplis là-bas. Ils étaient remplis là-bas. Mais tu vas te battre comment? Le patron même là. C'est-à-dire que nous, on avait attrapé un adjudant qui venait dire, il venait voir les éléments pour dire, ralliez, faites, révélez-vous, on vous donne l'argent. On a attrapé le gars, on allait donner le gars au colonel Amisha Kwao Edouard. On a enfermé le gars. Un matin, colonel Amisha Kwao a donné ordre d'ouvrir la prison. De ne pas fermer la prison. Le gars a disparu. Est-ce que vous comprenez un peu? À Michoua Kwao Edouard. Lui commande la garde républicaine 13 villes, un baoulé. Un baoulé, il a livré la caserne aux Français. Maintenant, on va à Kwame Bi. C'est pas lui, Kwame Bi là. C'est pas si les gourous, moi si les baoulés. Lui, Kwame Bi là. C'est le bon petit du général Doboblé. Doboblé l'a enlevé au bébé. Ils ont fait bébé ensemble, Kwame Bi. On dit c'est un nani. Un nani, un pingre, un cupide habit d'argent. Frère, il a pris ses éléments. Il les a envoyés quelque part vers la frère du Banco. Il a vendu leur position là-bas. Il a vu tous les chats de la gare républicaine. Il a enlevé les pièces. Il est parti avec. Il a fui. On combat comment? Il n'y a plus d'ordre à donner. Le patron a fui. Il a fermé son kyodo. On ne peut plus le joindre. Les éléments sont livrés à eux-mêmes. Qui va faire quoi? Tous ceux qui... Et puis quand le chef fuit là, il ne fuit pas seul. Hein? Parce que quand ils sont chefs là, il nomme son adjoint à côté de lui, qui est traite. Et l'adjoint de son adjoint aussi est traite. Donc, il ne fait pas ce. Donc, toute la chaîne de commandement est cassée. Quand même, il n'a pas fui seul. Peut-être qu'il a fui 5 personnes comme ça. Toute la chaîne de commandement. 13 villes, qui a la plus grande
C'est-à-dire qu'à 13 villes, là, eux, ils sont... Moi, j'ai fait les 2 casernes, j'ai fait les 3 casernes. J'ai fait Cocody. Qu'est-ce qu'il y a eu nouvellement m'envoie à Cocody chez le président Laurent Gbagbo. J'ai fait Cocody. Cocody, bon, j'ai pas trop duré. On partait faire renfort PR. On partait au patrouille. On dormait là-bas. Mais lui, là, il a trahi. Maintenant, la plus grande base d'Abidjan, qui est gérée par le colonel, à l'époque, il était le colonel Amichua Koué-Edouard. Lui, il a trahi. Ils ont pilonné la base, gâté la base. On quitte là-bas, on rentre maintenant, on a notre camp. Pour ceux qui connaissent bien le plateau, il y a un qu'on appelle la baraque. Je ne sais pas si le gouvernement de Gbagbo, là, ils étaient trop négligents. C'est-à-dire que nous, notre camp, qui est collé au palais présidentiel, le camp est en bois. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le camp est en bois. Les gars, c'est Dieu qui nous a protégés. En 2010, le camp militaire de la garde républicaine, quand on dit garde républicaine là, la garde républicaine là, plateau, le camp est collé au palais présidentiel. C'est-à-dire que si nous on saute la clôture de notre camp, on tombe au palais présidentiel. Le camp sur lequel on dormait là, les frères, tout est en bois. Tout est fait en bois. Il n'y a pas dur là-bas. Il n'y a pas, même si il dit, c'est pas les rebelles là, c'est des vauriens. Moi, c'est dire que les rebelles là, ils avaient peur en fait. Sinon là, le gars se met à 500 mètres. Il prend se met à 500 mètres avec un PKM. Il va jack tout le monde dans le camp. Il met un PKM en batterie. Il tire. Il vous jure, tu jack tout le monde. C'est bois, ça transperce. Il répète. Le camp militaire de la garde républicaine, où il y a les commandos les plus aguerris de la garde républicaine, où on dormait là, nous là, c'était en bois. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Ah, Jésus! Est-ce que quelqu'un peut croire? Là, ceux qui connaissent bien la garde républicaine, plateau, collé au palais présidentiel, les maisons là, tout est en bois, il n'y a pas du dur là-bas. Les seuls durs, la seule dure, c'était les toilettes. Ils ont fait un petit hangar, des briques là, une porte, devant, derrière, là-bas on se lavait. Le reste là, où on dort, où on mange, où on se repose, où on fait nos réunions, l'infirmerie, tout ça là, c'était en bois. Tout ça là, qui a dit l'infirmerie c'était en bois. Mais comment est-ce qu'on peut accepter un camp militaire à côté de la présidence qui est en bois? C'est parce que les rebelles même, ils avaient peur de nous. So, le gars, il se met à 500 mètres, il met sa PKM en batterie, il met une douce, il garde tout le monde. Ils arrivent la nuit, ils lancent les RPG, ils vont garder tout le monde. Comme ils avaient peur de nous, comme ils avaient peur, ils ne pouvaient pas avancer. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça en guerre, en temps de guerre? Le camp militaire qui suivait le palais présidentiel là, c'est construit en bois. Comment se fait plaider ça? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer? Qui peut croire ça là? Qui peut croire? Qui peut croire? Le camp militaire de la présidence, où là, les commandos de la GIE, les titulaires des brevets commandos, on dormait dans la maison en bois. C'est moi, il vous dit. On dormait dans la maison en bois. Il n'y a pas porte, il n'y a pas fenêtre, on dormait. Et dit que c'est Dieu qui était à nous. Si un rebelle a un gros cœur, il se met dans le trou, il met PKM en batterie, et il va déjà tout le monde. Et bien, ils avaient peur. Ouais. Salut Manu, tu as ta motion. Hein? Merci, commandant Bobby. J'ai écouté aussi le commandant Djangoné. Donc, de toute manière, mes confirmations sont exactes vis-à-vis de... Je peux dire que on comprend maintenant pourquoi M. John Carter III, qui était l'ambassadeur des États-Unis à l'époque des faits de la crise, et M. Marc Simon étaient véritablement ceux-mêmes qui ont lutté pour aller récupérer M. Youssou Bakayoko, pour aller lui faire donner des résultats à l'hôtel du Golfe. En tout cas, tout est confirmé. Merci pour l'information. La dernière question que j'avais concernant votre ami qui avait ouvert les caisses sur lesquelles était mentionné US Army, normalement, est-ce qu'il vous a donné plus ou moins l'idée de la date à laquelle
ces caisses-là leur avaient été Bon, mises je peux à te donner, disposition. je me rappelle pas, mais je peux te donner un indice, toi tu as cherché. C'est le jour où ils ont cassé la prison, puis il était à la Maca. C'est D'accord. le jour où ils ont cassé la prison, les rebelles sont allés prendre tous les militaires qui étaient à la Maca là. On a donné treillis et chaussures pour sortir. Il dit c'est ce jour-là. Moi je me rappelle pas c'était quel jour, mais c'était ce jour-là. C'est un petit BT. C'est un Maintenant, petit Dida BT. Vas-y. d'accord. Maintenant, au commandant Djangoné, je voulais lui demander, est-ce qu'il a une idée claire de l'appareil volant qui a lâché le M16 là? S'il se rappelle exactement du type de l'appareil volant, quel était le type d'hélico? C'était juste ce détail, j'avais besoin. Ah, ouais, je suis pas au GATL, hein, les hélicos là, les hélicos qui font chemin, c'était l'hélicoptère qui volait constamment sur nos têtes, c'était Mi-24. Ouais, il y avait deux Mi-24 qui se suivaient chaque fois et qui survolaient la caserne d'Agban à basse altitude, à très très basse altitude. Et sur comment on appelle ça, le dos enfin comment on dit ça même, c'est la carrosserie, non, sur l'extérieur là. On pouvait lire, voilà, on pouvait lire le truc de Nations Unies. C'est-à-dire, il y avait un là, voilà, UN, merci, voilà, UN, voilà. Et ces deux hélicos là, ils se suivaient permanemment. C'est eux qui survolaient la caserne militaire d'Agban parce que pour eux, Agban pouvait leur tirer dessus. Et donc, ils volaient en position défensive à basse altitude. Voilà, au moindre coup de feu, c'était la riposte quoi, en quelque sorte. Mais ils volaient à très basse altitude. Voilà. Est-ce que en ce moment-là, le contact était rompu avec l'EMAMA, c'est-à-dire l'état-major de l'armée de l'air? Est-ce que vous étiez en contact radio avec un opérateur radio à l'EMA ou est-ce que vous étiez en contact avec quelqu'un au niveau de l'aéroport? De Port-Boué, quoi, je veux dire. Bon, Commandant, tu as où ton micro, hein? Il faut dire une chose, c'est que à cette période-là, les différents chefs militaires qui donnaient les ordres étaient très peu. Ils étaient très peu. Du côté de la gendarmerie, le principal qui était reconnu, qui donnait les orientations, les ordres, qui rendait compte aux éléments de la situation au jour le jour, c'était le colonel-major Abbé Jean-Noël. Ce n'était ni le commandant supérieur, ni son adjoint, ce n'était ni le co-groupe, c'est-à-dire le commandant du groupe d'escadron, c'est-à-dire celui qui commande tous les camps commando d'Abidjan là. C'était le colonel Ndri Aka Benjamin. Lui, c'était silence radio, il parlait pas du tout. Le général Afro Yao Raphaël, adjoint de Kassaraté, il parlait pas. Kassaraté, il parlait pas. Et donc la communication se faisait typiquement entre satellites qui était l'antenne de la radio de la gendarmerie et puis ABI qui donnait des informations aux gendarmes au jour le jour sur la progression des unités ennemies, la progression des unités amies, la situation à la présidence, la situation. Il nous informait de temps en temps par rapport à la position du colonel, comment il s'appelle, le gars de Fimaco là, Boniface. Voilà. Ce Boniface, parce que lui, il appelait affectueusement Conan l'armée. Et là, Conan l'armée, il est du côté de l'hôtel Ivoire, c'est lui qui sécurise tout le périmètre des choses présidentielles. Donc, on peut déjà se décharger de la protection de la RTI et puis se concentrer sur la caserne. Donc, en fait, ça veut dire que la communication inter-armée n'était pas effective parce que le général, chef d'état-major lui-même, et Kassaraté, comment il s'appelle, Mangou lui-même, ouais. Oui. Parce que moi, je pense que j'ai sa réponse. Ouais. Faut pas te casser la tête, j'ai sa réponse. En fait, dès les premières heures, le chef de corps du GATL a chassé tous les militaires du GATL. Il a laissé à la maison. Il a fait rentrer l'armée, française au GATL. Ils ont chassé tous les militaires du GATL. C'est chez nous, à la gare républicaine. Ceux qui voulaient se battre sont venus se rallier. Voilà, je me rappelle très bien. C'était un colonel
du Nord que Gbagbo avait mis là-bas. Voilà. Quand ça a commencé à tirer, quand ça a commencé à tirer,